Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, saison 2, Mélodie Nocturne, la meilleure émission sur toutes les chaînes info confondues qui défendent le jazz et la musique classique. La meilleure, pourquoi? Bien parce que tout simplement, c'est la seule. Alors, nous allons commencer par la Marseillaise. La Marseillaise, me direz-vous, mais qu'est-ce que ça vient faire dans une émission de musique? Eh bien, figurez-vous que c'est une chaîne info et que durant toute la semaine, on a parlé de la Marseillaise, soi-disant mal chantée par une chorale d'enfants. Cette chorale d'enfants qui a choisi de chanter en canon dans un stade, alors que vous, comme moi, ce qu'on aime, c'est brailler la Marseillaise dans des moments de sport. Eh bien, nous allons commencer cette première émission de la deuxième saison de Mélodie Nocturne, avant de rejoindre nos prestigieux invités, par la Marseillaise, mais une Marseillaise musicale, une Marseillaise manouche, composée par Django Reinhardt, une manière d'entamer dans la joie et le swing cette nouvelle année. De notre premier invité, Henri Texier, le magazine Classica parle d'un trésor vivant national. Le monde de la musique parle de notre second invité en disant « c'est peut-être la seule vraie grande légende de la musique en France ». Jean-Claude Casadesus, Henri Texier, merci. Merci de venir sur une chaîne info. Vous savez qu'on est sur une chaîne info? Oui, absolument. Ça vous intéresse, l'info? C'est indispensable de savoir dans quel état on erre. Et vous, Jean-Claude, ça vous Moi, je suis infophage. Infophage, enfin, je veux dire, voilà, je croque de l'info en permanence, pratiquement. Qu'est-ce qui vous a retenu, ému, intéressé, par exemple Ce qui m'a beaucoup ému sont les horreurs auxquelles on assiste et je me dis qu'on est privilégié et qu'il faut tout faire pour essayer, dans la mesure de nos moyens, d'essayer de réduire les souffrances auxquelles on assiste. Le Maroc, par exemple, c'est une horreur, mais la Libye, c'est une horreur. L'Ukraine, n'en parlons pas. Je veux dire, on se dit, on est privilégié, on a une chance énorme, et voilà, il faut tendre la main. Parfois, on dit les artistes, ils sont dans leur monde, ils sont au courant de rien à part leur... Non. C'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Pour moi, un vrai artiste, c'est celui qui est en résonance avec le reste du monde, avec ce qui se passe autour de lui et au-delà. Sinon, on ne sert pas à grand-chose, quoi. J'ai choisi de commencer cette émission par une œuvre musicale, mais qui est en prise directe avec ce qui se passe actuellement au Maroc, ce drame terrible qui frappe ce peuple ô combien digne et ô combien courageux, victime de ce tremblement de terre. Et j'ai retrouvé une merveilleuse vidéo où vous jouez, où vous avez réuni cette triple culture que l'on connaît au Maroc, la culture juive, la culture chrétienne et la culture musulmane. Et vous pouvez nous raconter un petit peu ce que je vais vous montrer, ce que je vais vous faire entendre. Écoutez, c'est un grand moment d'émotion, c'est un moment, je crois, d'histoire, puisque le pape n'avait jamais mis les pieds au Maroc depuis, aucun pape n'était venu depuis 34 ans. Et le roi du Maroc a souhaité que cet hommage auquel j'ai participé, il a souhaité que je dirige l'orchestre du Maroc avec un imam, une chanteuse juive, une chanteuse chrétienne. Oh, c'est court, c'est l'Ave Maria de Caccini, ça dure 8 minutes.
Mais derrière moi était assis le roi, le pape, 2000 religieux dans le centre de formation des imams à Rabat. Et j'ai eu le sentiment d'un moment d'humanité extraordinairement fort pour ce partage. Ce moment d'humanité et de partage, c'est avec vous qui nous regardez que nous avons souhaité le partager. Et j'espère que vous ressentirez l'émotion que nous avons ressentie en l'entendant et que cette émotion ira vers le peuple marocain. On a reconnu votre fille qui chantait. J'ai la chair de poule. Vraiment, c'est un moment d'émotion incroyable. C'est un moment d'émotion incroyable. C'est un geste d'humanité absolument extrêmement touchant. Et dans ces conditions de tragédie, je veux dire, je me dis que la musique peut contribuer peut-être à adoucir un peu des moments de grande souffrance. Et je voudrais, vous croyez ça, Henri ? Dédier ça à tous nos amis marocains et à tous ceux qui souffrent. Vous croyez ça, Henri, que la musique a ce pouvoir d'alléger les peines des... Oui, de consoler. Moi, je pense que la musique peut consoler, vraiment. C'est un mystère, la musique, mais elle atteint les êtres humains à un endroit où rien d'autre ne les atteint. Et du fait qu'on n'entende pas forcément une signification, qu'il n'y a pas forcément le verbe... Il n'y a pas les mots. Il n'y a pas les mots. Tout d'un coup, on éprouve des émotions extraordinaires. Tout d'un coup, on peut se mettre à pleurer, même sans savoir pourquoi, ou même à rire. Et là, ça, ce sont des choses qui atteignent les gens et qui, c'est vrai, leur apportent de la légèreté. La légèreté profonde, on pourrait dire. Une note embellit l'univers. Je veux dire, le mystère extraordinaire du son, le son, les harmonies, les chefs-d'œuvre dans tous les domaines. Mon ami Texier dans le jazz, moi dans la musique classique, mais tout ça peut se rencontrer aussi, peut avoir, je crois, j'emploie un mot trivial, mais des vertus thérapeutiques qu'on ne soupçonne pas. Il y a des cultures où le mot de musicien et le mot de médecin sont le même et unique mot. Je vais vous dire un truc, cher Michel. J'ai eu la joie de travailler avec quelques grands maîtres autrefois de musique indienne et de musique iranienne. Et quand ils disaient « je suis musicien », on avait l'impression qu'ils disaient « je suis prêtre ».
parce qu'il y a un sacerdoce aussi à un très grand niveau, et un très grand niveau qui passe par l'humilité, la modestie face au chef-d'œuvre et face à l'immensité de ce domaine de la musique qui nous laisse tout petits, mais qui nous permet parfois de transcender des moments d'humanité. Dans cette culture-là dont on parle, ce pouvoir que peut avoir la musique de soigner, vous êtes intéressé depuis très longtemps, depuis presque 30 ans, à la culture des Indiens d'Amérique. Oui, Ils ont cette conscience-là, absolument. la musique qui soigne. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cérémonie, aucune activité humaine qui ne soit pas accompagnée de chant et de musique. En fait, c'est presque au-delà de la musique, j'allais dire, parce que c'est tellement rituel. Les tambours sont utilisés, en fait, simplement pour imiter le battement du cœur. C'est réduit vraiment à sa plus simple expression. Et ensuite, par-dessus, on chante et là, c'est un domaine qui en plus, est supposé communiquer avec les esprits, quoi. Alors justement, vous venez d'enregistrer un album qui s'appelle An Indian's Life, Oui, qui est donc le 3e opus d'une série commencée, je le disais, il y a 30 ans, oui, sur cette passion de la musique indienne, on va dire. oui, enfin, des Indiens. Native Des Indiens, American. ouais, Native American. Alors, Même natif tout court, autochtone. vous avez fait et cause pour cette population. On parlait des populations qui souffrent. C'est cette souffrance-là qui vous a attiré? Pas forcément, c'est plutôt le côté, plutôt l'harmonie avec la nature. Quand j'ai découvert, quand j'étais tout petit, les Indiens et les cow-boys, j'ai tout de suite été plus intéressé par les Indiens que par les cow-boys. Et justement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait, il ne gâchait pas la nature, il ne gâchait rien. C'est formidable. Et ça m'a toujours passionné parce que on aurait bien besoin de ne pas gâcher là en ce moment, vous voyez ce que je veux dire? Entre autres, puis il y a l'esthétique, la beauté des gens, la beauté de ce qu'ils fabriquent, la beauté de leur manière de vivre, etc. Je vous propose d'écouter un extrait qui a été enregistré au Triton de ce merveilleux album qui vient de sortir. Donc là, c'est un sextet, mais c'est un septet Oui. à l'origine. Donc on voit bien sûr, on reconnaît plein de gens, Manu Kodja à la guitare, Gauthier Garrigue à la batterie. On va écouter Black Indians, qui me fait furieusement penser à un autre contrebassiste, Charlie Mingus. Jean-Claude Casatu, je vous vois écouter la musique d'Henri Texier et je vous vois bouger, swinguer. À l'origine, vous étiez percussionniste. Ah oui, le groove, métier, c'est important pour vous? Ah oui, écoutez, j'ai commencé par le violon, un peu le piano, un peu l'orgue. À 14 ans, j'avais un orchestre de jazz comme pianiste. Et puis après, je suis devenu percussionniste. Et puis un peu plus tard, j'ai trahi, j'étais un agent double. Je suis devenu chef d'orchestre et à cheval sur les deux cultures, qui se sont transmises à mes petits-fils. D'ailleurs, Bien sûr, David on en Enco parlera tout à l'heure de David et Enco. Thomas, oui. Et Thomas Enco. Oui, non, mais c'est pas moi qui swing. Le swing, ça veut dire quelque chose pour un musicien classique? Ah oui, mais je trouve que la pulsation, c'est le maître mot de toute musique. Vous êtes d'accord avec ça? Ah ben, je ne peux pas dire le contraire, c'est impossible. La pulsation, hein, on doit faire swing. Vous savez, pour moi, Beethoven, c'est le premier rocker du 19e siècle. Quand vous entendez la cinquième, ou puis d'autres, enfin la septième, etc., il y a une espèce de passion rythmique qu'il faut en même temps
à laquelle il faut se soumettre et qu'il faut comprendre. Et un orchestre classique, comme un combo de jazz, doit que ça swing, swinger. quoi. Bah oui. Dans cette émission, il y a une petite tradition. C'est une question de quelqu'un qui vous connaît bien. Et s'il y a bien quelqu'un qui vous connaît bien, c'est la première des questions surprises. C'est un saxophoniste. C'est votre fils. Oui. Pour toi, quelles sont les qualités requises pour être un bon contrebassiste de jazz? Oh, bah, d'abord, le rythme. Après, la justesse. Puis l'oreille. Quand même, hein. Parce que si c'est pas juste, bah, ça chante pas. Voilà. Et puis après, ensuite, eh bien, écouter les autres. Parce que quand même, la plupart du temps, normalement, dans les orchestres de jazz, le contrebassiste, c'est un peu l'épine dorsale. Oui, Oui, si lui il se casse la figure, tout tombe par terre. Parce que oui, le enfin, batteur. le vrai chef d'orchestre, c'est le batteur. Mais l'épine dorsale, celui qui fait le lien entre l'harmonie, la mélodie, le rythme et tout, c'est quand même... Mais vous le êtes compositeur, contrebassiste. vous avez composé des centaines d'œuvres qui sont certaines des classiques. Oui. Pourtant, vous entendez dans les infrabasses, dans les basses, mais vous organisez spatialement l'orchestre Oui. de manière complète. Oui, mais ça, alors là, c'est inexplicable pour moi. C'est un ressenti. Et puis, j'entends aussi d'autres musiciens qui me donnent l'envie de jouer avec eux, leur proposer des mélodies. Et à partir de là, les choses se construisent ensemble. Alors, Henri Texier, on voit bien quel est son métier. Il joue de la contrebasse. Il est compositeur. Vous savez qu'il y a plein de gens qui se disent, mais à quoi ça sert un chef d'orchestre? Alors, je vais vous répondre. Je vais essayer de vous répondre. Mais d'abord, je voudrais corroborer ce que vient de dire mon ami Texier. La contrebasse, dans l'orchestre classique aussi, c'est la fondation. Une maison, on ne commence pas par le toit. On commence par l'asseoir bien sûr. sur les graves, sur la cave, sur les sous-bassements. Et si les sous-bassements ne sont pas solides, la maison s'écroule. Et je voudrais dire que la contrebasse, c'est formidable pour ça, les timbales aussi. Et puis, que ce soit dans le jazz ou dans la musique classique, il y a quelque chose d'important dans Donc la là, vous êtes construction. face à votre orchestre, les contrebasses sont là. Hein. Est-ce qu'il y a des pupitres sur lesquels vous avez plus d'attention, ou plus de sensibilité, ou plus d'intérêt? Enfin, je veux dire, moi, en ce qui concernait mon métier de timbalier, puisque j'ai été timbalier solo des Concerts Colonnes, dont on va fêter d'ailleurs le 150e anniversaire de la naissance, eh bien, c'est un poste d'observation tout à fait remarquable. Vous êtes face au chef d'orchestre. Moi, j'ai appris énormément de choses de mon métier de percussionniste et puis de l'écoute que vous donne la position géographique du timbalier. Vous êtes au Puis fond, le timbalier- comme lui, vous êtes au fond et vous oui. entendez tout ce qui se Ben passe oui, autour. puis le timbalier doit jouer juste aussi, parce que quand il doit s'accorder pendant que l'orchestre joue, il doit être capable de changer les accords de ses timbales, parce que tout ça sont des pots qui donnent des notes, et ça vous donne une sorte d'indépendance qui sera ensuite bien utile dans mon métier de chef d'orchestre. France Alors 2, vous m'avez demandé à quoi ça France 2, sert. vous posez la question, à quoi ça sert, comment ça marche? C'est assez mystérieux, parce que les musiciens que vous avez en face de vous, ils jouent très bien, ils pourraient se passer de vous. Ça dépend de la C'est un peu formation et ça provocante, mais- dépend. Non, mais ça dépend de la formation et de l'œuvre. Bien sûr que des orchestres de chambre, des orchestres un peu agrandis, certaines œuvres permettent, mais il y a toujours quelqu'un qui donne le départ, ne serait-ce que le violon solo, ou que serait-ce que le pianiste ou le clavecin. Autrefois, c'est ce qui se passait du clavecin. Mozart donnait les départs. Il faut faire un signe pour que les gens, comme on dit dans notre métier, attaquent ensemble. Puis alors ensuite, il y a une gamme extraordinaire de dynamique, de couleurs, de rythmes, de phrasés qu'il appartient surtout pour des œuvres plus Ça, contemporaines. vous comprenez parfaitement, c'est la même chose. En fait. Bien sûr. France 2 vous demandait, je crois, il y a 2 ans, en quoi consiste l'art de diriger, et vous leur avez merveilleusement répondu. Je vous propose de regarder ces archives. À quoi ça sert et comment ça marche, un chef d'orchestre? La baguette, c'est le prolongement du bras. Il faut que les musiciens qui sont loin aient une visibilité suffisamment grande. C'est un instrument. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans la tête et ce que vous transmettez à la baguette. En principe, la main droite, c'est celle qui indique le rythme, le tempo. La main gauche, en principe, c'est celle qui indique la suggestion d'une nuance, le côté irrationnel parfois d'un sentiment. Je phrase avec mes doigts ce que les musiciens font. Un, bidon, et il y a donne de la douceur. Si je fais un pam-pam, ils vont jouer fort.
Pour faire jouer tout l'orchestre, on a un geste avec une grande amplitude. Là, je fais ça. Ça veut dire, j'envoie les cuivres, je leur donne le signal. Il faut attirer l'attention, si vous voulez. Il faut en même temps rassurer le musicien. Oui, c'est là que je dois intervenir. Il n'y a pas besoin de chef d'orchestre dans le jazz? Ah si, bien sûr. Bah oui. Sinon, que ferais-je ici? Non. La différence, c'est que lorsqu'on est instrumentiste, et en particulier contrebassiste, on a les deux mains prises en permanence. Comment vous tout le faites long. alors pour faire C'est sentir là les qu'il choses? faut bien se faire comprendre des C'est quoi, c'est le regard? non, il faut bien se faire comprendre avant des musiciens avec lesquels on joue. Et c'est là qu'intervient L'irrationnel. l'irrationnel. Exactement. L'écoute. Pratiquement la transmission de pensée. Alors, ce que n'ont pas vu nos amis téléspectateurs et téléspectatrices, c'est quand vous vous êtes rencontrés tous les deux en backstage tout à l'heure, et la boîte à souvenirs a explosé immédiatement, et j'ai rencontré Charlie Parker, et j'ai connu... C'était tellement incroyable que j'ai pensé au défi que j'ai eu toute cette semaine, de me dire, tiens, je vais faire... scolairement, la bio de Jean-Claude Casatsu. Et je me suis dit, on va finir l'émission, il sera 3h du matin, car je n'aurai même pas entamé le début du début, car vous avez eu une vie tellement riche. Je vous propose un survol tel qu'il a été réalisé, fait, pensé, conçu en vidéo par l'orchestre de Lille, qui est votre enfant, et par l'auditorium, qui a votre nom. Et là, on voit un petit peu toute votre vie. Vous pouvez nous raconter ce qu'on voit? Alors, c'est pas facile. Là, c'est Pierre Boulez, avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Pierre Mauroy, avec lequel j'ai bâti mon orchestre. Ce sont des musiciens avec lesquels on répète. Mon violoncelle à droite, le président de la région. Rostropovitch, qui a fait le premier concert de mon orchestre, que j'avais rencontré chez des amis, qui m'a dit « Moi, faire récital, pas faire récital, faire concert avec toi ». Il m'avait adoubé. C'est Montserrat Caballé, Jesse Norman. Un concert à Boulogne sur les quais, aux Trois Suisses, dans des entreprises, à l'imprimerie nationale de Douai. Alors, ça, c'est Renaud Douai. Justement, Et puis, nous avons visité aussi 33 pays ensemble. On arrive à une question essentielle de votre travail, et j'allais dire de votre mission presque. C'est d'amener la musique là où elle ne va pas. Je veux dire une chose, j'ai tellement entendu « Ah, la grande musique, ça n'est pas pour nous », que je me suis juré que je ferais tout pour que ça le devienne. Or, il faut aller vers les gens, il faut s'occuper des enfants, en espérant qu'ils reviennent au concert avec leurs parents, qu'ils fassent découvrir à leurs parents un univers qu'on leur a permis de découvrir. Il y a un vrai travail, mais j'ajouterai une chose que je dis souvent, et je demande pardon à ceux qui l'ont déjà entendu, mais quand vous transmettez un désir aux enfants, ils ont envie d'accomplir ce désir. Moi, je les accueillais à côté de mes musiciens. C'est magique pour des gosses, l'orchestre. Eh bien, ils comprennent que seule la rigueur parvient à l'accomplissement du désir. Et la rigueur devient volupté pour l'accomplissement du désir. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune délinquance dans les écoles de musique. Exactement. Donc, il s'agit simplement de permettre à des gens d'avoir une passion. Nous sommes privilégiés. Nous fréquentons un univers qui est l'univers du son. Et le son, c'est une immense planète magique, avec des chefs-d'œuvre que l'on côtoie, dont on doit avoir la modestie d'essayer de les servir, d'avoir toujours cette modestie, et puis de transmettre avec... Chaque musicien est porteur d'une parole d'amour. C'est ça qu'il faut dire dans ce monde de fous. Puisqu'on regarde beaucoup d'histoires et des années qui sont passées, je vous propose d'écouter de quelqu'un de très jeune qui a une question à vous poser. Simon Brochen, c'est le petit-fils de Jacqueline. Ah oui, et donc absolument. Vous le connaissez très bien. Qui a été mon administratrice pendant 30 ans. Écoutons son petit-fils. Coucou Jean-Claude, j'espère que tu vas bien. Donc moi, si j'avais une question à te poser, ça serait comment faire aimer la musique classique aux jeunes? Je te remercie d'avance pour ta réponse et je te fais de gros bisous. Eh ben, moi, je te fais un gros bisou aussi, mon Simon. Et pour faire aimer la musique aux jeunes, il faut aller vers les jeunes. Et je crois qu'avant qu'ils ne viennent, eux, dans les lieux sacralisés, il faut essayer de leur transmettre, je dirais, notre amour, en leur expliquant ce que c'est qu'un orchestre.
cette formidable manufacture sonore. Et puis, il faut aucune arrogance, mais il faut essayer de provoquer des questions auxquelles on peut répondre. Comment on fait aimer le jazz aux jeunes? Oh là, C'est foutu? pas du tout. Non, non, non. Bah, déjà, en allant jouer pour les jeunes, mais pas seulement les jeunes. Je veux dire, en allant jouer, ce qu'a fait Jean-Claude, bon, plus modestement parce que c'était des formations plus petites, mais à une époque, on faisait énormément ça, partout, dans les banlieues, dans les hôpitaux, dans les prisons, et tout ça, ça s'est dilué, et malheureusement, ça manque énormément, parce que peut-être qu'à un certain moment, on a cru que c'était fait et que c'était plus à faire. Mais non, c'est à faire en permanence. Et ce que tu disais par rapport à la délinquance, s'il y avait plus de musique de jouer, en particulier du jazz, mais toutes sortes de musique, vers les gens, dans les endroits les plus compliqués en ce moment dans notre pays, peut-être qu'il y aurait moins de violence et peut-être qu'il y aurait moins de malheur. Non, mais je crois que c'est une part d'humanité extraordinaire, la musique. Ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas la subversion des mots, ça s'adresse directement au cœur. Et il y a des vibrations qui passent. Moi, j'ai joué j'ai dirigé dans 45 pays, et notamment en Afrique. En Afrique, c'est un continent extraordinairement musical, mais pas la musique savante. C'est la musique votive, c'est la musique qui se transmet oralement. Et puis, cette rencontre de musiciens, au fond, classiques, et que j'ai éprouvé, que j'ai constaté, et de ces musiciens qui étaient instinctifs, mais ça a fonctionné immédiatement. Jamais je n'ai rencontré de rejet face à une musique bien présentée. Vous êtes en train de me dire une chose incroyable, c'est que fréquenter la beauté rend meilleur? Mais évidemment. Mais Vous savez, il y a des endroits où... si on n'y croit pas, on arrête tout de suite. La laideur, elle vient de ce fini. qu'on ne présente pas de beauté, justement. Hein, Exactement, quand il y a des blocs horribles de construction, c'est tagué à mort. Mais quand il y a des belles choses, je crois que ça inspire le respect. Je voudrais que nous écoutions votre maman, parce que votre dynastie est tellement incroyable j'avais prévu de parler de votre dynastie, le fondateur, évidemment, Luis Casadesus, qui décide que tous ses enfants feront musiciens. Vous savez, il y a la famille Bach et la famille Casadesus. C'est les deux plus grandes familles de musiciens de génération en génération, jusqu'à vos petits-enfants, on en parlera. Je voudrais écouter quelque chose de Gisèle Casadesus, donc grande actrice, dans une vidéo de Lina, où elle parle d'un film, son dernier film, Sous le figuier. Elle joue le rôle d'une femme qui s'appelle Zelma, et elle parle de cette Zelma en question. Mais en fait, je crois qu'elle parle d'elle-même, et elle nous parle à nous. Écoutons Gisèle Casadesus. C'est un personnage de lumière. C'est clair, c'est lumineux, il y a le soleil. Et puis elle est optimiste et elle est encourageante, Selma. Et c'est ce que j'aime, elle aime la vie. Et j'ai à peu près l'âge qu'elle a dans le film. Et moi aussi, j'aime bien la vie. Et je trouve que c'est réconfortant. Tout le monde croit qu'elle a besoin d'être remontée. Et c'est elle qui remonte le moral de ceux qui sont autour d'elle et qui sont beaucoup plus jeunes. Elle fait du bien, elle leur montre que la vie est belle. Et alors, j'ajouterais une chose. Maman avait 100 ans à ce moment-là. Elle nous a quittés à 103 ans. Et au bout de quelques semaines, elle me disait « C'est calme en ce moment. Je lui t'inquiète pas, ça va reprendre. » Mais je crois que ce qui lui a permis de vivre aussi longtemps avec une telle lucidité, un tel amour, une telle affection pour les gens qu'elle rencontrait, parce qu'elle était lumineuse, c'est d'avoir toujours travaillé, mais ce n'est pas un travail, c'est une passion. C'est ce qui vous maintient, vous aussi, Écoutez, dans cette joie et cette tonicité? Je dis en plaisantant que je cultive ardemment ma fin de vie, F-A-I-M. Parce que c'est en effet, pas F-I-N, mais le désir de transmettre, le désir de faire partager ce qui est mon humus, comme celui de notre ami Texier, comme celui de tout musicien, de tout artiste digne de ce nom, c'est d'essayer de partager ce qui a fait notre part d'humanité. La joie du partage, ça aide à rester debout, à continuer à vivre? C'est indispensable. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas ne pas partager tout ce qu'on a reçu. C'est absolument extraordinaire de pouvoir transmettre, de pouvoir partager. Mais c'est comme tu disais tout à l'heure aussi, c'est sans arrogance.
sans vouloir imposer quelque chose. Simplement en le transmettant, en le donnant, en le mettant à disposition. Il faut aimer. Voilà, exactement. Il faut aimer. Ce n'est que de Mais l'amour, en fait. vous pouvez comprendre aussi Tout que c'est- simplement. c'est un peu impressionnant. Si moi je ne sais pas qui est Bach ou si je ne sais pas qui est Charlie Parker, je commence par quoi? Je vais où? Dans quelle salle de concert? Je ne sais pas. Comment on fait? Comment on séduit? Comment on montre que la beauté fait du bien, comme vous le dites? Déjà, en sortant des lieux sacralisés, je crois que chaque institution devrait pouvoir, ce qui se passe d'une façon générale, de plus en plus, aller dans des lieux, même iconoclastes, parce que les gens ont quelquefois peur de franchir les marches d'un Bien théâtre. sûr. Et il faut aller vers eux, il faut, d'une façon très simple, ce que j'ai fait pendant 40 ans avec mes amis de Lille, c'est d'ailleurs, j'entends sans arrêt dire depuis 50 ans, ah, c'est élitiste. Oui, nous sommes élitistes, avec le but de partager cette élite. Donc il faut aller vers les gens et leur faire prendre conscience que l'émotion qui nous submerge, nous, artistes, nous n'avons qu'un désir, c'est de la partager avec eux. Et c'est possible. Une question Je pour- vous garantis que c'est possible. Une question pour vous deux, qui avez une carrière tellement incroyable. La capacité de joie, elle ne s'affaiblit pas avec le temps? Ah non. Ah, c'est pas possible. Ah non, non, non. Non, Ah c'est pas c'est- Comment vous faites? Je sais pas. C'est pas possible. C'est la joie de, Mais bien sûr. la joie de faire. Et la joie de faire, la joie D'éprouver. de rencontrer, la joie de partager la musique avec d'autres musiciens. Ce qui m'arrive en ce moment avec ce disque-là. Je joue avec des musiciens formidables. Mais quelle joie! Par exemple, Quelle vous jouez merveille. avec un batteur incroyable, Gauthier Garrigue. Oui, il est. Vous n'avez pas vraiment le même âge. il Pourtant, est quand vous jouez, vous avez le même âge. Ah ben, il n'y a aucune Ah différence. oui, ça, c'est ça, Parce le qu'on raconte- miracle. Parce qu'on parle, on parle le même langage. Eh oui, bien On sûr. partage le même amour. Quand vous jouez avec un musicien de 20 ans, vous avez le même âge aussi? Ah, mais, alors, je vais vous dire une chose. Il a un peu plus que 20 ans, mais je viens de jouer avec mon petit-fils. Parce que je ne pratique pas le népotisme. Hein, loin de moi cette idée. Mais s'ils ont Il des se talents, trouve- pareil. Il se trouve que le talent, parce que toi, tu as ton fils qui joue avec toi, Oui, oui. et moi j'ai des petits-fils et une fille aussi et une nièce qui sont, bref, qui sont de merveilleux artistes. Mais lui, il a beaucoup plus que moins que moi. Bon, il a 34 ans. Et on a fait ensemble très récemment un concert formidable au Japon où il a joué, alors que c'est un grand jazzman, mais il s'est penché sur la musique classique avec modestie et avec amour. Et on a joué le 21e concerto de Mozart. Merveille, merveille. Et on est réinvités ensemble au Japon en 2025. Alors je leur ai dit, dépêchez-vous, parce que, évidemment, pour moi... Vous avez plein de projets. Le temps passe vite. On écoute la petite question surprise qui vous est adressée, puisqu'on en parlait. Ce formidable batteur qu'est Gauthier Garrigue a une question pour vous. Ah, Salut Henri, j'aimerais connaître, si tu devais n'en citer que 3, les 3 albums qui t'ont le plus marqué, tous styles confondus, et pourquoi? alors d'abord, un album de... Merci Gauthier. Un album de Miles Davis, un des premiers albums de Miles Davis. Il y en a 2, 3. Milestones, ne serait-ce que celui-là. Love for the Cool? Non. Non. Un album de Charlie Mingus à Et puis, quoi encore? Et puis, beaucoup moins connu, un album de Steve Lacy avec Don Cherry et qui joue la musique de Thelonious Monk. Voilà. Alors, quand je vous connais un petit peu, et dans votre construction psychologique, j'allais dire, il y a à la fois un homme révolté et un homme heureux. Oui. Et ce mélange-là, comment est-ce qu'on se débrouille avec ça? C'est compliqué parfois. Parce que le révolté, je ne peux pas le calmer. Parce que j'ai beau être heureux, je ne peux pas calmer le révolté. Et puis je me dis quand même que, vu la vie que j'ai eu la chance de mener, j'ai plus qu'à être heureux en même temps que d'être révolté. On écoute, c'est enregistré au Triton, ça s'appelle Mingus Love Call, un appel d'amour de Charlie Mingus, contrebassiste absolument de légende. Le jour où vous entendez quelqu'un dire du mal de Charlie Mingus, vous m'appelez. On écoute cet extrait, Charlie Mingus Love Call.
dans le temps, quand on voulait dire, on cherchait à qualifier un musicien qui nous plaisait vachement, on ne trouvait pas le qualificatif, on disait, il a tout compris. Ah bah oui. Lui, il a tout On compris. revient sur moi. Mais ces mecs-là, ils ont tous les mecs avec qui je joue, ils ont tout compris. Lui c'est le nouveau venu dans l'histoire. Il est formidable. Sylvain Riflet, là. Vos deux petits-enfants ne font pas de la musique classique, ils font du jazz. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur de programmation là dans la Non, famille? pas du tout, pas du tout. Ils sont tombés dans la marmite du jazz tout petit. David joue de la trompette. Il a un formidable orchestre un big band, comme on dit, un grand orchestre de jazz, Amazon Keystone Big Band. Mais il a aussi des petites formations. Nous avons joué une fois pour la télévision une partie du concerto pour trompette de Haydn. Donc je l'ai accompagné une fois avec l'Orchestre national de France. Et Thomas, qui est un formidable pianiste, Bien sûr. Alors là, joue beaucoup de concertos maintenant. Concerto de Ravel, concerto en fa de Gershwin, la Rhapsodie in Blue et ce que je viens de vous dire, le concerto. le 21e de Mozart. Le 21e de Mozart. Dans les loges qui sont derrière nous, j'ai eu récemment un musicien classique et je lui ai demandé s'il écoutait du jazz. Il m'a dit « Ah non, pas ça ». Et j'ai eu un musicien de musique classique, quand je lui ai demandé s'il écoutait du jazz, il m'a dit « Oh, j'ai essayé, mais ils ne savent pas vraiment jouer comme nous Mais quand Comment tu as vous écouté ça entend quand tu as ». écouté Il y a un mois. Oui, bah alors, je veux dire, c'est un attardé, parce que c'était comme Oui, ça. j'allais le dire. C'était comme ça il y a 50 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a un C'est fini, grand ça. mélange C'est fini, entre ça. les musiciens classiques et les musiciens de jazz. Oui. Eh bien, j'espère qu'il regarde l'émission et qu'il se d'autres reconnaîtra. d'autres Ça manque, musiques tout aussi. simplement manque de culture, c'est tout. Ouais. Je vous propose d'écouter une question, donc on en parlait, de votre petit-fils, David Enko, qui s'adresse à son grand-père avec un nom russe. Dadia. Mon Dadia, j'espère que tu vas bien. Cette petite vidéo surprise pour te saluer, te dire que tu nous manques à Jeanne et moi, que j'ai vraiment très hâte de l'emmener à l'un de tes concerts pour qu'elle puisse découvrir la musique symphonique avec son arrière-grand-père qui dirige l'orchestre. Et en attendant ce moment, peut-être que tu peux me donner un conseil. À ton avis, qu'est-ce qu'on fait écouter à une petite fille de 2 ans pour lui faire découvrir la musique classique? Bonjour, mon David. La symphonie des jouets de Haydn. Haydn, magnifique. Pour Je commencer. l'ai joué, je faisais pipou, pipou. Oui. Mais il y a autre chose, évidemment, qu'elle découvrira plus tard. La symphonie des jouets. Donc c'est l'occasion ou jamais de parler de David, qui est un superbe trompettiste, Magnifique. qui sort un album hommage à Chet Baker. Vous l'avez vu en concert, Chet Baker? J'ai joué avec Chet Baker. Comment il a J'ai joué? joué avec Chet Baker. Je peux pas dire autrement, c'est vrai. Écoutons ce merveilleux morceau qui est issu de son album, Chet tout simplement, et ça s'appelle Yesterday. Derrière, c'est encore mieux. C'est absolument, absolument magnifique. Ah non, Et vous avez tout de suite réagi l'un et l'autre. Ah, mais le il son. chante. Le son. Oui, le son. Qu'est-ce que c'est que le son pour un orchestre ou pour un contrebassiste Le Qu'est-ce que son, ça alors. dit? Le son. Chaque artiste digne de ce nom doit avoir une pensée du son. Que ce soit un contrebassiste, un trompettiste, un flûtiste, le chef d'orchestre, et la pensée du son, tu la transmets à ton instrument. Il faut tout chanter à l'intérieur, in petto, avant de produire. Enfin, c'est D'accord. ce que je crois. Ah, mais absolument. Absolument. Il faut aussi, quand on aborde l'instrument, quel qu'il soit,
essayer de faire en sorte de faire apparaître ce son. Et ça vient en C'est pétrissant. viscéral, je dirais Oui. que c'est viscéral, Mais c'est charnel. En, tu vois. en cherchant, en essayant de trouver l'instrument qui convient, Sensuel. etc. C'est ce tout à fait sensuel. Ce n'est que sensuel. Oui, Je vous remercie infiniment Oh, mais avec grand plaisir. d'avoir participé à C'est cette déjà, émission parce c'est que déjà fini. Ah oui. c'est assez rare, On on a doit le pas reconnaître, mais je me suis senti de très loin On s'est pas le dit- plus vieux de nous On trois. ne s'est pas disputé. C'est-à-dire que encore, j'ai on s'est eu même 2 pas enfants disputé. merveilleux face à moi. Ma dernière question, vous aimeriez qu'on se rappelle de vous comment? Ah, Comme quelqu'un qui a essayé de servir la musique. Henri? ah, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. C'est pas moi qui veux vous le Nous dire. sommes des serviteurs. Je veux dire, Je sais pas. quand on est au service de la musique et qu'on la transmet, lui la joue, moi je la dirige maintenant, il y a quelque chose de merveilleux, nous sommes privilégiés, et il faut en être digne. Et en être digne, c'est se dire, est-ce que je suis allé aussi loin que la musique me l'impose? Peut-être quelqu'un qui fait du bien. Peut-être Quelqu'un qui fait du bien, mais c'est merveilleux. qui Mais transmet on quelque reste chose. là-dessus. C'est Ouais. absolument magnifique. Quelqu'un qui... Merci Peut-être. Henri, merci Jean-Claude de ce merveilleux moment que vous nous avez offert. On retrouve le 23h de Soria Khaldoun dès que cette émission s'achève, mais nous allons l'achever bien sûr en musique avec notre invité de la semaine prochaine, un formidable pianiste de jazz qui vient de sortir un album qui s'appelle Brexit, hommage aux Beatles et à la musique anglaise. C'est Baptiste Trottignon Ah oui, et on écoute Excellent. Drive My Car. On finit, finalement, c'est le jazz qui gagne à la fin. Mais je vois, hein. Mais non, mais non. Bonsoir.